Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, aventure intérieure, chronique de l'après-guerre et douce enfance. Ahoy la famille! Aujourd'hui, on replonge dans les eaux tumultueuses de l'animation française, ça faisait longtemps, avec l'un de ses vétérans, Jean-François Laguilloni, pour la sortie de son nouveau et dernier film, Slocum et moi. Je commencerai par vous faire les présentations, c'est qui en quelques mots Jean-François Laguilloni. Ensuite, on attaquera bien sûr la partie critique du film. J'ajouterai un petit peu de contexte dans la deuxième partie, puisque Jean-François Laguilloni est quelqu'un qui s'étend pas mal sur sa très longue carrière, donc ça nous fait pas mal de choses à raconter. Ensuite, on se posera la question rituelle de tout épisode d'Animédia, à savoir c'est pour qui Slocum et moi. On décernera au film une note sur 5 qui le replacera dans le grand classement Letterboxd du cinéma d'animation. Et puis restez bien jusqu'à la fin puisqu'en guise de conclusion, je vous parlerai des Césars 2025 qui, après les Oscars, ont à leur tour décerné leur nomination pour la cérémonie qui se tiendra le 28 février. Je crois que tout a été dit. Ah si, juste une chose, pour une fois, je vous le dis dès le début, je vais spoiler un petit peu. Pas qu'il y ait grand chose à spoiler, mais quand même, le film se lit principalement via sa fin. Donc si vous n'avez pas vu Slocum et moi, que vous avez envie de le voir, eh bien tout simplement, allez en salle et revenez écouter ce podcast ensuite. Allez, Hardy Moussaillon et Souquet les Artimuses, on file vers les bords de la Marne. Le voyage de mon père, je vais essayer de vous le dessiner. J'avais 10 ans quand il s'est lancé dans cette aventure. Je n'avais pas de souvenir de la guerre. Je devais être trop jeune. C'est pas qu'a dessiné ça? Demande-lui. Tu peux lui parler, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire un bateau. Slocum! Slocum? Pourquoi on l'appelle comme ça? Début des années 50, sur les bords de la Marne. François, un jeune garçon de 11 ans, découvre avec intérêt que ses parents entament dans le petit jardin familial la construction d'un bateau, réplique du voilier du célèbre marin Joshua Slocum. Au long des années, dans une France d'après-guerre, le jeune François va voguer de l'adolescence à l'âge adulte. Au fil de la construction du bateau, tout en portant un regard tendre et poétique sur sa mère et son père, le jeune garçon entamera sa propre aventure, celle qui le mènera sur les chemins de ses passions, la mer et le dessin. Slocum et moi est sorti le 29 janvier 2025. Il est réalisé par Jean-François Laguilloni, écrit par Jean-François Laguilloni et Annick Leray. C'est d'ailleurs la 5e collaboration entre Annick Leray et Jean-François Laguilloni depuis l'île de Blackmore au début des années 2000. Au casting vocal, on retrouve Elias Sauter, Grégory Gadebois ou encore Coralie Zaonero. Le film est produit par JPL Film et Mélusine Productions, distribué par GBK Film. Slocum et moi a été présenté en avant-première au Festival de Cannes l'an dernier, puis en compétition au Festival d'Annecy. Comme je vous l'ai dit en introduction, avant d'attaquer la critique à proprement parler, il faut que je vous glisse quand même quelques mots sur Jean-François Laguilloni, réalisateur de films français né en 1939 à Besançon. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable vétéran de l'animation française. Il a été initié justement à l'animation par ni plus ni moins que Paul Grimaud, qui est lui aussi l'un des pères fondateurs de l'animation en France, qui a notamment réalisé un petit film de rien du tout qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, qui est très important pour moi. Promis, je vous en parlerai dans un prochain épisode. C'est d'ailleurs dans l'atelier de Paul Grimaud que Jean-François Laguilloni a produit ses 3 premiers courts-métrages qui ont des petits succès de festival. Le premier d'ailleurs en 1965. Je m'arrête parce que 1965 c'est l'année de naissance de ma mère. Voilà, le mec faisait déjà des films d'animation cette année-là, c'est vous dire sa longévité. Eh bien, il sort donc en 65 La Demoiselle et le violoncelliste qui remporte déjà le cristal du court-métrage à Annecy. En 78, il remporte la
la Palme d'Or carrément du court-métrage et le César pour La traversée de l'Atlantique à la rame. Son premier long-métrage sort en 1985, il s'appelle Gwen, le livre de sable. Slocum et moi est aujourd'hui son 7e et dernier long-métrage, puisqu'il a annoncé que c'était bel et bien le dernier. À 85 ans passés maintenant, il va mettre fin à sa carrière. En ce qui me concerne, je l'ai découvert sans savoir évidemment que c'était lui, enfant, avec Le Château des singes qui est sorti en 1999. Pourquoi ? Parce que c'était un petit peu son premier vrai projet commercial. Il sortait à une époque où il y avait quand même un nouveau courant au sein de l'animation française. C'était la période à peu près de Kirikou, les enfants de ma génération connaissent ça par cœur. Et je me souviens que c'était un film qui m'avait quand même beaucoup marqué. Il y avait une esthétique assez particulière et je trouvais quand même une certaine mélancolie, une ambiance assez douce, feutrée qui s'échappait de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui infuse d'une manière générale dans le cinéma de Jean-François Laguilloni. On va en reparler bien sûr pour Slocum et moi, qui était d'ailleurs en fait seulement le deuxième long métrage que j'avais vu de lui. Je me suis rattrapé un petit peu depuis, puisque dans le cadre du festival Carrefour de l'animation au Forum des Images l'an dernier, j'ai notamment vu Louise en hiver en salle, et depuis l'île de Blackmore. J'ai prévu de voir le reste. Je sais par exemple que Le Tableau, qui était sorti en 2011, a très très bonne réputation. Donc voilà, c'est un cinéaste important, vraiment un pionnier de l'animation française. On en arrive donc à Slocum et moi, et je vais me permettre de faire un petit préambule. Bon, déjà parce que c'est mon podcast et que je fais ce que je veux, mais aussi parce que c'est clairement l'un des films les plus confidentiels qu'on a traité dans Animédia jusque-là. À l'heure où j'enregistre, le film n'est pas tout à fait sorti depuis une semaine, mais les chiffres d'entrée, les premiers chiffres de fréquentation en salle sont assez confidentiels. C'était plus ou moins attendu. Il a réuni à peine 5000 entrées pour son premier week-end, et selon les prévisions des professionnels de l'industrie, dont mon ami Gauthier qui m'a fourni ces chiffres, je le remercie, le film devrait tabler autour de 20-25 000 entrées en fin de carrière. C'est pas énorme, même pour un film d'animation de cet acabit-là. Mais malgré ça, malgré le fait que j'ai bien conscience qu'il va pas être vu par grand monde, et c'est dommage, je le dis tout de suite, je tenais vraiment à en parler dans Animédia, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué et à un niveau très très personnel. Et le choc, la relation même que j'entretiens avec le film est d'autant plus forte que je m'y attendais pas du tout. Je l'ai vu à Annecy donc l'été dernier en juin, et je l'ai revu en salle depuis. Je suis allé le voir parce que j'avais vu que c'était le nouveau film de Jean-François Laguilloni et que c'était un nom qui me parlait, mais je connaissais rien ou presque de l'histoire du film. Et là où ça a fonctionné sur moi, et je vais commencer cette critique d'un point de vue vraiment beaucoup plus personnel, c'est que je me suis très très vite identifié au personnage de François. Il a 11 ans quand commence le film, qui s'étale sur une durée de 5 ans, donc c'est vraiment une époque charnière, c'est le début de l'adolescence où on commence vraiment à développer ses propres passions, à s'émanciper aussi de ses parents. Et François, il a cette chance que j'ai eue moi aussi à cet âge-là, c'est d'avoir une enfance assez libre. C'est pas que ses parents s'occupaient pas de lui, c'est qu'il n'était pas constamment sur son dos, et c'était aussi mon cas. J'ai découvert que c'était pas justement le cas de tous mes amis à l'époque, mais j'avais pas vraiment de restrictions à la maison, on m'empêchait pas de faire des choses, j'avais pas, vous savez, comme tous ces parents qui fixent des durées spécifiques pour aller sur internet ou jouer à la console ou je ne sais quoi, ou alors tu peux ne le faire que certains soirs le week-end. Moi, on me laissait globalement faire ce que je voulais. À 14 ans, j'ai eu un scooter qui me permettait de sortir, de rentrer un petit peu plus tard, etc. C'est le cas aussi de François, qui prend sa bicyclette et qui va sur les bornes de Marne vivre sa vie. Il ment aussi à ses parents, comme tous les enfants l'ont fait à cette époque-là. Il dit qu'il part une semaine avec un copain à la montagne, et en fait, il va sur les bords de Marne dans sa petite cabane sur son île à lui avec sa copine de l'époque. Donc grosso modo, il fait sa vie tranquillement, il fait rien de répréhensible, il n'outrepasse pas grand-chose, c'est pas un enfant turbulent, mais il fait un petit peu ce qu'il veut et ça va très bien à tout le monde comme ça. Après, évidemment, comme toute identification à un personnage de fiction, elle n'est pas absolue. Lui et moi, on est différents sur plein d'aspects. Bon, déjà, il a grandi en région parisienne. Moi, pas du tout. C'était la campagne. Mais on peut considérer que la campagne et cette région parisienne de l'époque, du début des années 50, étaient finalement pas si éloignées. Mais là où vraiment je me suis retrouvé, et le film parle de ça, puisqu'il parle de ce père qui va construire un bateau dans son jardin. Il y a pas mal de travaux manuels qui rentrent en ligne de compte, et lui, il a quand même
envie de participer, il a quand même envie d'aider. Et on a tous les deux ce côté pas très débrouillard, un petit peu empoté, hein, c'est vraiment le mot qu'on me donnait. J'étais clairement un intellectuel, mais dans le sens, voilà, je préférais faire mes cours ou alors être sur l'ordinateur ou sur la console. J'étais pas très débrouillard de mes mains, on peut dire ça comme ça. Mais quand même, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de rendre service, exactement comme François. Et il y a une scène vraiment qui m'a marqué, je vais rentrer tout de suite dans le spécifique, mais vous allez comprendre. Il y a une scène où bien, le père de François, Pierre, lui demande d'aller à la cave pour chercher un outil spécifique et c'est montré comme une sorte d'antre d'un monstre où il se retrouve tout petit là-dedans à devoir trouver le bon outil, mais il y en a tellement, il est pas sûr de ce qu'il doit ramener, donc il hésite et puis il renverse un truc et en fait il passe un temps fou à ramener ce qui est à peine vraiment la chose que voulait son père, l'outil qui était demandé. Et moi, combien de fois ça m'est arrivé de dire ça, ouais chouette, pas de souci, je vais y aller. Et en fait, d'avoir absolument aucune idée de ce qu'il fallait ramener, de me retrouver là-dedans et d'être à la fois fasciné et en même temps complètement perdu. Donc je me suis revu dans pas mal de scènes quand même, en partie avec mon père. Alors lui, il n'a pas construit de bateau dans le jardin, mais c'était quand même un bricoleur. On avait une maison de campagne, donc mine de rien, il y avait quand même des petits travaux qu'il fallait être faits de temps en temps. Mais je me suis aussi projeté sur des choses. Je me suis imaginé que c'était justement un peu aussi ce qu'avait vécu mon père avec le sien ou avec son grand-père. Il a vécu à la ferme. Là encore, ça demandait de faire beaucoup de travaux manuels, hein. Et puis à cette époque-là, lui, c'était plutôt les années 60-70. Mais il y avait évidemment beaucoup de choses à faire dans le cadre du corps de ferme. Et à cette époque-là, on aidait ses parents, ses grands-parents, c'était comme ça, on faisait sa part du travail. Et je sais pas, j'ai eu tout de suite cette relation très personnelle avec le film, et ce qui n'a cessé de grandir pendant toute la durée du film. Alors ça ne m'a pas fait sortir, parce que c'est aussi un peu le risque, hein, on projette tellement de choses que finalement, on vit un autre film que celui qui est devant nous. Moi, c'est pas du tout ça. À la place, j'ai vraiment versé mes propres souvenirs, mes propres émotions qui sont venues infuser l'histoire qui se déroulait devant moi. Donc c'était surprenant. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Comme je l'ai dit, il y avait ce sentiment très tendre, très doux. Le film, c'est une chronique, donc il n'y a pas d'enjeu énorme, à part le fait, évidemment, de construire ce bateau. Mais c'est surtout des petites tranches de vie, des scènes du quotidien, des moments qui sont liés toujours à cette construction de bateau, mais qui forment la construction des personnages. Et en plus de ça, je pense l'ultime accroche personnelle, et ça finalement, je l'ai eu très tôt, dès les premiers coups de crayon, parce que le film est un récit narré en voix off. Et c'est justement le personnage de François qui nous raconte, mais c'est aussi lui qui écrit, qui dessine ces scènes avec ces petits coups au crayon de bois qui sont ensuite remplis, colorés à l'aquarelle. Et l'aquarelle, c'est la technique de peinture préférée de mon père, qui peint aussi à ses heures perdues depuis des années et des années. Et forcément, dès que je vois ce style d'animation, je pense à lui. Je lui ai recommandé le film, d'ailleurs. J'espère qu'il le verra, qu'on pourra en discuter ensemble. Mais voilà, très très vite, c'est un film qui m'a parlé. J'avais un peu le sentiment qu'il était pour moi. C'est bizarre, hein, c'est ce rapport qu'on peut avoir avec des œuvres de fiction qui se destinent quand même à un public assez large, mais elles nous arrivent, que ce soit du cinéma, de la musique, une œuvre, un tableau, une sculpture, etc. Et on a l'impression qu'elles sont pour nous. Pas qu'elles ont été faites pour nous, mais que on les reçoit différemment des autres. Et c'était clairement le cas avec Slocum et moi. Il n'a pas eu de prix à Annecy, mais moi, c'était clairement mon film préféré. Je l'ai voté comme le prix du public, hein. Et je pense que s'il était sorti en 2024, il aurait probablement été mon top 1 de l'année. Il y aurait eu match quand même avec Hayao Miyazaki et Le Héron, hein. Je vous invite à aller écouter mon top 5 de 2024 si jamais ce n'est pas encore fait. Mais c'est dire voilà à quel point il m'a marqué, et je pense qu'il va être dur à aller chercher pour 2025. Je préfère vous prévenir tout de suite. C'est un film qui m'a énormément parlé, énormément touché.
Voilà pour le côté un petit peu plus personnel, mais je tenais à ouvrir là-dessus pour que vous compreniez bien quand même le rapport que j'ai avec le film. Je vais essayer de dézoomer maintenant et de regarder tout ça d'un œil un petit peu plus objectif, parce que c'est pas juste moi, hein, je trouve que d'une manière générale, hein, le film, il a plein de qualités, et je vais essayer de vous les présenter ici. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que le récit, ce film-là, Slocum et moi, c'est un récit en grande partie autobiographique de la Guillaunie. Comme quoi, il n'est jamais trop tard hein, sur une carrière pour s'épancher un petit peu plus sur soi, mais il s'est souvenu de cette histoire-là, du fait que son père a vraiment construit pendant 3 ans un bateau dans leur jardin, à l'époque également en région parisienne. Et Slocum était le surnom que la mère de Jean-François avait donné à son père à partir du moment où il s'était lancé dans cette entreprise-là. Pourquoi Slocum? Parce que Joshua Slocum est un marin américain qui a été le premier navigateur à avoir réussi le tour du monde à la voile en solitaire entre 1895 et 1898. Alors la Guillaunie n'a pas cherché à tout prix l'exactitude. Vous savez ce que c'est, les récits autobiographiques comme d'une manière générale les adaptations de vie, de biopic, etc. Ça reste du cinéma, hein. On prend des choses, on en garde certaines et on en jette d'autres. Mais l'idée, c'était quand même de se rapprocher le plus possible de l'ambiance de cette époque-là, des années 50, des décors, des habits. Et ça, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est les photos d'époque. C'est quelqu'un qui garde tout, qui garde en tout cas beaucoup de choses. On en reparlera dans la partie contexte, mais il avait énormément de choses sur lesquelles se baser. Je l'ai dit, ce film, c'est une chronique, c'est une tranche de vie sur 5 ans qui suit plusieurs récits en parallèle. Donc, la construction de ce bateau dans le jardin de la famille de François. Dans le même temps, on a le récit du voyage de Slocum lui-même à travers le journal de bord que lit François, qu'il a récupéré dans la bibliothèque de son père. Et enfin, ça aussi j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est aussi le récit du passage de l'enfance à l'adolescence de François. Son regard sur la situation, forcément, entre 11 ans et 16 ans, on n'a pas tout à fait le même regard sur ses parents, sur la vie d'une manière générale. Et d'ailleurs, il va profiter de cette période-là pour se découvrir deux passions principales, à savoir le dessin donc, hein, puisque c'est ce qui l'amènera ensuite à faire une école de dessin, puis à travailler dans l'animation, et la voile, grâce justement au projet de son père, et puis les récits d'aventure, les récits maritimes qu'il va pouvoir lire ensuite. Aventure, je l'ai dit, le mot a été lâché et c'est justement ce qui fait la spécificité, je trouve, de Slocum et moi. C'est que c'est à la fois, je l'ai dit, une chronique, un récit qui bouge assez peu. Et d'ailleurs, François le dit au tout début du film, il nous présente son père comme étant un représentant qui fait toujours la même chose tous les jours, à la même heure. À chaque fois, il part le matin dans sa 4 chevaux, il revient à la même heure. Tu sens qu'il fait toujours la même chose. C'est un homme clairement d'habitude, donc pas le plus aventureux. Mais malgré ça, il se lance dans ce projet-là. On se demande bien pourquoi, dans quel but, est-ce qu'il va vraiment le concrétiser. Mais ça reste une aventure que les personnages vivent dans leur jardin. C'est le trope, si vous voulez, du voyage intérieur, du voyage immobile. Voilà, ils voyagent sans bouger de chez eux. C'est exactement ce qui se passe puisqu'ils se projettent forcément sur là où ils vont pouvoir aller avec leur bateau. Est-ce qu'ils vont plutôt aller aux Marquises? Est-ce qu'ils vont juste descendre la Seine? Et on a un exemple de ça au moment où on a une scène de crue. La Marne est en crue et ils vont sur une colline pour voir ça, pour voir constater les dégâts qu'a fait cette crue. Et ils s'imaginent en train de sortir le bateau qui n'est pas tout à fait prêt encore et ils se voient du haut de cette colline en train de sillonner à travers les rues et de partir pour profiter de cette période-là. Mais au final, c'est pas tant le fait de voyager, vous l'avez compris, je pense, c'est pas tant le bateau qui importe, c'est pas tant ce qu'ils vont faire avec une fois qu'il sera terminé, c'est pas tant l'idée de décider de où est-ce qu'ils vont aller, c'est ce que ce projet, ce que ce bateau symbolise, ce qu'il révèle d'eux et comment il rapproche ou éloigne les personnages les uns par rapport aux autres. François le dit au départ, il y a plusieurs équipes dans la maison, il y a à la fois sa mère et lui, puisqu'il est naturellement plus proche de sa mère, hein, c'est encore une éducation un petit peu à l'ancienne, hein, où le père il est un petit peu bourru, on a un petit peu du mal à communiquer. Et l'autre équipe, c'est sa mère et son père, qui sont naturellement beaucoup plus proches, hein, qui ont vécu beaucoup de choses en France. On sort quand même de la guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale. Ils s'aiment toujours, passionnément, ça se voit, à leur façon, et en peu de mots. Tous ces rapports-là, tous ces rapports humains à travers le film, ils passent par très très peu de dialogue.
Et ça, c'est quelque chose que j'adore au cinéma. Je trouve que le cinéma n'est jamais plus puissant que quand il fait ça, même quand c'est de l'animation avec des personnages qui sont un petit peu grossièrement dessinés, je vais y revenir, mais on a juste besoin de un geste par-ci, un petit regard par-là. Et ça, justement, la voix off le soutient avec un petit ton ironique ou un petit regard d'enfant justement sur cette situation-là. Et ça, j'adore. J'adore le fait de faire passer quelque chose sans beaucoup de mots. Jean-François Laguilloni a toujours été un cinéaste assez économe de mots. Slocum et moi, c'est vraiment ça. En dehors de la voix off, il y a d'une manière générale assez peu de dialogue. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce dialogue ou ce manque de dialogue-là, il est au cœur de la relation entre lui et son père. Je l'ai dit, ils ont un petit peu du mal à communiquer, hein. Il y a une scène assez drôle, je trouve, où sa mère lui dit bah, tu veux savoir ce qu'il pense? Demande-lui. Et puis la scène d'après, il est au petit-déj, c'est le moment vraiment idéal pour lui parler. Et on a en voix off ses pensées où il se dit lui parler, mais ça va pas, non? Enfin, dans quel monde? Ça lui semble vraiment beaucoup trop difficile à surmonter. Et justement, le fait d'être travaillé ensemble sur ce projet-là va les rapprocher. Mais ce rapport au père, il est central, puisqu'on apprend assez tôt dans le film que Pierre n'est pas le père biologique de François. Sa mère s'est échappée de son précédent mariage pendant la guerre, justement, et on a une scène où François va rencontrer son père biologique, mais grosso modo, il se passe rien, et d'ailleurs, ce père-là n'essaiera pas de renouer contact par la suite. Et donc, à la place, Pierre et François se rapprochent, alors que ils sont très différents. Ils ont justement cette difficulté à parler, mais la mère, c'est ce projet-là, le fait que François lit beaucoup, il commence à connaître beaucoup de choses sur la navigation, sur le personnage justement de Slocum, et puis surtout, il va finir par montrer à son père, en tout cas indirectement, son père va voir qu'il sait très bien dessiner. On a juste ce petit détail, mais ça aussi j'adore, ça fait partie des choses qui me touchent toujours au cinéma, où on a une scène où François commence à dessiner un voilier qu'il a vu au musée de la Marine en s'échappant de l'école. Et puis vers la fin du film, on constate que non seulement ce dessin, il est fini, qu'il a été colorié, etc., mais qu'il se retrouve encadré en grand dans le bureau du père, là où il se pose pour faire ses plans et pour travailler. Donc ça, voilà, ça c'est une petite chose qui fait comprendre que ça y est, le fils a trouvé la place dans l'environnement du père. Ils ont fini par se comprendre. Et d'une manière générale, ce bateau, ça va devenir l'arche de la famille où ils vont se retrouver tous les trois. Ça va devenir leur refuge, leur cocon, là où ils vont projeter leur futur. Et d'ailleurs, je dis à trois, hein, puisque j'ai beaucoup parlé de François, de Pierre, mais le personnage de la mère, il est absolument pas à négliger. C'est elle, justement, qui fait le pont au départ entre son fils et son mari. Elle observe, elle soutient et elle comprend parfois même encore plus vite que tout le monde, hein, tout ce qui se passe. Elle se doute bien que son mari va pas forcément finir son projet, mais elle est là, elle l'aide, elle rêve avec lui. Et ce qui est assez révélateur de ça, ce qui révèle à la fois leur entente, mais à la fois le fait que c'est quelque chose de très très personnel, c'est que vers la moitié du film, plus ou moins, on a le frère de Pierre, donc l'oncle de François qui va arriver, qui va pendant un temps participer à la création de ce bateau, qui va vraiment donner un vrai gros coup de main. Sauf que lui, eh ben, il est très concret là-dedans. Si on construit un bateau, c'est pour le finir, c'est pour le mettre à la mer. Sauf que ça, non, c'est pas l'idée. Il n'a pas vraiment compris le projet. Il n'est pas vraiment au cœur de cette famille. Et il se fait dégager un petit peu comme un malpropre. Mais c'est pour dire que c'est ce noyau dur qui compte, ce projet-là, et rien d'autre. Avec tout ça, j'ai pas encore parlé de l'animation, ou en tout cas pas beaucoup. Le principe justement de Slocum et moi, c'est d'avoir des traits assez épais, vraiment crayonnés. Jean-François Laguilloni, c'est quelqu'un qui travaille au dessin à l'ancienne avec un crayon de bois, hein. Il fait d'abord des grosses esquisses, puis les affine par la suite, et il recouvre ça, en tout cas pour ce film-là, d'aquarelle. Donc on a des teintes qui sont assez claires, assez apaisées. Ça navigue entre le jaune pâle, l'orange, le beige, un petit peu de gris aussi, mais jamais de couleur très très franche. Même le bleu, c'est plutôt un bleu azur, etc. Donc c'est très apaisé, je trouve, comme ambiance, même visuellement. Tout ça est en 2D, les personnages sont en 2D avec de la 3D pour les bateaux principalement. C'est ce qui permet de les dégager, de les faire ressortir des plans. Et alors on peut trouver ça peut-être un peu grossier, notamment l'animation des personnages qui est assez saccadée ou
juste pas très animé d'une manière générale, mais moi je trouve que ça joue complètement son rôle dans le récit. Ça donne un petit côté désuet, sympathiquement désuet au film d'une manière générale, avec voilà cette animation assez lente, assez posée, assez calme. On sent bien sûr qu'il y a un petit budget, hein. Il l'a dit lui-même, Jean-François Laguilloni, à de nombreuses reprises. Le film a été compliqué à se monter, on en reparlera dans la deuxième partie, mais je trouve que ça pose jamais de problème à l'écran, parce que le film ne tente jamais des choses qu'il peut pas se permettre. Vous voyez, ces films qui ont des contraintes budgétaires, mais qui vont quand même essayer de faire des scènes d'action, de proposer un petit peu de grandiose, ou alors de faire des gros plans sur des visages qui sont pas parfaitement animés. Vous voyez, ce genre de petites choses où on sent que l'idée pour contourner ce manque de budget n'a pas été créée, ou alors le projet initial n'était pas assez fort, assez cadré pour que ces problèmes de budget ne se voient pas. Ça, c'est ce que fait très bien Slocum et moi, et on sent toute l'expérience, toute la patte de Jean-François Laguilloni là-dessus, hein. Certes, son récit n'est pas forcément aventureux, et encore, hein, je l'ai dit, ça se discute, mais surtout, il utilise ce qu'il a à merveille. Et le design des personnages, eh bien ça, c'est purement du subjectif, hein, à vous de voir si vous adhérez ou pas. Moi, je les trouve adorables. Voilà, je les trouve très mignons. Justement, les rares mimiques qu'ils vont avoir vont signifier vraiment quelque chose. Et je crois que de temps en temps, je préfère ça à des films qui vont en faire des caisses, qui vont en mettre partout. Bon, surtout que là, c'est complètement raccord, je l'ai dit, avec le ton et le type de récit du film. En résumé, pour clore cette partie, Slocum et moi, c'est une invitation au rêve. Une invitation à faire les choses. Mais à faire les choses pas pour la finalité, mais pour les émotions qu'elles nous le procurent, pour le bonheur qu'on va avoir à les mener à bien. Je pense que ça vous est tous arrivé de lancer des projets, ou en tout cas d'avoir des idées qui sur le moment vous font extrêmement plaisir, qui vous font vous sentir bien. Et puis au fil du temps, au fur et à mesure, vous laissez un petit peu ça de côté. Plus ça va, moins ça prend forcément d'importance. Ça a peut-être un petit peu moins de sens dans votre vie au fil des semaines, des mois. Mais sur le moment, c'était important, ça vous tenait à cœur et ça, vous l'avez pas oublié, vous l'avez vécu, ça s'est vraiment passé. Et c'est exactement ce que dit Slocum et moi. Ce bateau, il a eu une importance pour cette famille à un moment donné. Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde y a participé. Ça a contribué à faire de ces personnages-là ce qu'ils sont. Ça a contribué à les mener sur des nouveaux chemins de vie. Et puis à l'arrivée, finalement, le fait de partir, le fait de traverser les océans, de faire un tour du monde, est-ce que c'était si important? Est-ce qu'on en avait bien besoin? Pas sûr. Et en ça, la dernière phrase du film, elle est assez attendue, mais elle tombe vraiment, je trouve, à pic. Parce que finalement, ce que nous dit le film, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout de l'aventure si, au long du voyage, on finit par se trouver soi-même. Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père était en train de construire. C'était celui de Slocum. Avec ce bateau, Slocum avait fait le premier tour du monde à la voile, en solitaire. Mais non, plus à gauche. Oui, à droite pour toi, évidemment. Quel empoté. Quand il était jeune, mon père rêvait déjà d'un voilier. Peut-être même aussi de faire le tour du monde. Mais les îles Canaries et les Marquises. Tu crois qu'il va le finir un jour, le bateau? On en arrive à la deuxième partie de cet épisode, la partie contexte, pour vous dire que Slocum et moi, c'est un récit qui date déjà d'une dizaine d'années, qui a commencé au moment de l'écriture d'un de ses films précédents, Louise en hiver, donc autour de 2015-2016. C'était après la mort de sa mère, hein, qui lui a donné envie de faire Louise en hiver. Il s'est aussi posé pour rendre hommage, d'une manière générale, à ses parents. Et c'est là qu'il s'est souvenu de cette fameuse histoire de bateau construit par son père dans le jardin. Il a commencé par poser quelques mots, quelques phrases, vraiment une esquisse de scénario sur la base seulement de ses souvenirs. Et puis, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, il est tout de suite passé à la phase de dessin où il a commencé justement à se remémorer ses souvenirs, à les mettre en images. C'est ensuite sa scénariste Annick Leray qui a transformé tout ça en scénario pour pouvoir avoir quelque chose à présenter au producteur. À un moment donné, il faut que le film se fasse.
Et justement, c'est ce qu'il nous dit dans une interview au CNC, Jean-François Laguilloni. Nous avons longtemps cru que le film ne se ferait pas. Voilà, pour un projet comme ça, on a beau être quelqu'un de réputé dans le domaine de l'animation, c'est pas évident de marketer, de vendre le projet. Et finalement, ils sont partis notamment au Luxembourg chez Mélusine Productions, couplé à des financements de JPL Film à Rennes, pour que le film finalement trouve son existence tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour le reste de cette partie contexte, je vais vous renvoyer à un documentaire qui s'appelle Le Marin Imaginaire, qui a été fait pour le magazine Littoral et qui est dispo sur France.tv, qui était sorti sur France 3. Je vous mets le lien en description. C'est amusant parce que ce documentaire, je l'ai découvert assez tard en faisant mes recherches en amont de cet épisode et ça me renvoie là encore à un souvenir très personnel au magazine Thalassa qui était diffusé à l'époque sur France 3 avec Georges Pernou que je regardais assez religieusement avec mon père notamment. Il y avait un truc qui m'obsédait avec la mer, ou en tout cas qui me fascinait, je pense. C'est ce qui fait que notamment j'adorais les documentaires dès que ça se passait en mer, les documentaires animaliers sur les requins particulièrement. Et je sais que oui, Thalassa, c'était un vrai rendez-vous quand même. C'était une émission entre guillemets de vieux. Georges Pernou, c'était ce bon papy avec ses cheveux blancs et puis sa marinière et qui lançait à la fin un bon vent. Enfin, c'était toute une époque vraiment des années 90-2000. Mais c'était quelque chose que j'adorais, ces récits de marins, de villes côtières. Et voilà, c'était un petit peu notre moment finalement avec mon père. Donc comme quoi, ce film ramène beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Et finalement, comme quoi, la mer, je disais que c'était pas forcément quelque chose qui animait ma vie, contrairement au personnage de François. Et finalement, j'ai plus de choses en commun avec lui que je ne le pensais encore. Bref, parenthèse refermée. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce documentaire Le Marin Imaginaire ? Beaucoup de choses, puisque Jean-François Laguilloni, il retrace quand même une grosse partie de son histoire personnelle, puisque son rapport à la mer, je ne l'ai pas encore trop dit, mais il infuse dans la majorité de sa carrière, dans la majorité de ses œuvres, depuis son tout premier court-métrage, La Demoiselle et le violoncelliste. Ça se passe sur ces falaises où il allait en Normandie quand il était enfant. Louise en hiver, c'est également dans une station balnéaire qui est désertée et où le personnage se retrouve toute seule, mais la mer a une énorme place puisqu'elle se retrouve à vivre sur la plage. L'île de Blackmore, c'est un peu son île au trésor à lui. La traversée de l'Atlantique à la rame, bien sûr. Donc, bref, tout ça est retracé dans ce documentaire et c'est d'autant plus intéressant que on se rend compte qu'il a gardé énormément de choses, énormément de dessins, même de montages qui ont été faits pour le film. Il ressort énormément d'accessoires, de props, de petites marionnettes d'animation qu'il a fait à l'époque. C'est assez génial, je trouve, de voir ça, de se rendre compte aussi concrètement comment ça marche et de voir que c'est quelqu'un qui quand même a un rapport assez, pas nostalgique, mais assez important à son travail, ou en tout cas qu'il considère pas juste comme des accessoires de film qu'il va jeter. Non, pour lui, ça a une vraie valeur émotionnelle. En parlant d'émotion, il y a un moment justement dans ce documentaire qui est assez émouvant parce qu'il monte sur un bateau qui s'appelle le Spray, qui est le même que celui sur lequel a embarqué Slocum pour faire son tour du monde. Donc il se pose pour le dessiner. On voit d'ailleurs que il fait justement ses dessins préparatoires où il laisse un petit peu courir son crayon sur la page. Il le dit lui-même comme si c'était ma caméra, et il est pris dans cet élan de création parce que le film commence déjà à vivre en lui. Et là, cette phrase que j'adore et je trouve qu'il résume assez bien son cinéma, assez bien ce qu'est aussi Slocum et moi. Il dit: c'est la succession de mes dessins qui m'apporte l'émotion qui peut s'en dégager, et pour moi c'est déjà l'essentiel. C'est un cinéma qui est émotionnel avant toute chose, avant d'être peuplé de dialogues, de scènes d'action. C'est quelque chose qui se vit vraiment par l'image. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a assez peu de dialogue dans ces films. C'est pas quelque chose que lui juge essentiel. D'ailleurs, quand il parle de la construction de ces films, il parle pas de dialogue, mais il met 3 points essentiels pour faire en sorte d'avoir un bon film. Il y a le scénario, le dessin et la musique, qui a aussi une place prépondérante dans Slocum et moi. J'en reparlerai peut-être un tout petit peu plus tard, mais là, en l'occurrence, on le voit monter aussi son film, commencer à monter le film sur la musique.
de Pascal Le Pennec, qui est d'ailleurs un gros point fort également de Slocum et moi. Je m'étendrai pas plus là-dessus, hein, grosso modo, il y a un peu de tout dans ce documentaire, donc je vous encourage vraiment à aller le voir pour creuser le sujet. Et d'une manière générale, je vous encourage bien sûr à découvrir l'œuvre de Jean-François Laguilloni. Tous ses courts-métrages, comme c'est pas mal le cas, sont disponibles sur YouTube. Et c'est là où on se rend compte qu'il a traversé les âges, hein. On commence avec du papier découpé dans les années 60, puis le dessin 3D, puis la 3D commence à faire éruption petit à petit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a traversé 60 ans de cinéma. Vous vous rendez compte, c'est quand même un truc de fou. Enfin, on a ce réalisateur-là français qui est un vétéran de l'animation qui nous offre une sorte d'œuvre testament. C'est Jean-François Laguilloni, un pan de l'histoire de l'animation française à lui tout seul. Et en plus de ça, c'est une filmographie maintenant qui est finie, hein, je vous l'ai dit, il l'a annoncé. Slocum et moi sera son dernier film. Donc même si vous en tenez qu'à ces longs métrages, eh bien vous avez 7 films à voir, ce qui n'est quand même pas grand chose, surtout pour des films qui durent en moyenne entre 1h10 et 1h30 grand max. Le plus difficile étant sans doute de se les procurer, mais il y en a quand même certains qui sont disponibles à droite à gauche. Slocum et moi, lui, il est en salle, donc je peux que vous recommander d'y aller. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est pour qui Slocum et moi? Je vais commencer cette partie, une fois n'est pas coutume, par une citation de Jean-François Laguilloni qui résume assez bien, je trouve, le positionnement de son film. Il dit, je cite, « On demande à l'animation de choisir clairement son camp. Entre le film pour enfants et le film pour adultes, je m'y suis toujours refusé, persuadé qu'on peut s'y prendre autrement. » Et ça, c'est le signe de quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine carrière et qui surtout ne veut pas vraiment choisir, hein. Ces films, ils sont toujours un petit peu entre deux. Ils sont classés, évidemment, vous le savez, à chaque fois c'est pareil, dans la catégorie jeune public. Ils sont un petit peu réduits à ça. Mais là, en l'occurrence, c'est par là que je vais commencer. D'un côté, oui, c'est vrai, hein, le film, il s'adresse à un jeune public adolescent qui a justement bien l'âge de François, c'est-à-dire à partir de 10-11 ans jusqu'à voilà, facilement 15-16 ans. Je pense que c'est tout à fait regardable. Ils pourront sans doute s'identifier à ce parcours-là, même s'il va falloir faire un travail pour eux, hein. C'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout les mêmes préoccupations à l'époque que maintenant. Mais quand même, c'est le récit d'un garçon qui passe de l'enfance à l'adolescence. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu un coming of age, hein, une histoire justement de passage à l'âge adulte, mais pas tout à fait. Voilà, je le dis, ça s'arrête à l'adolescence, au moment où il commence vraiment à s'émanciper. Mais quand même, il part de la maison familiale, hein, il apprend à trouver sa voie à travers cette aventure, ce projet donc de construction de bateaux. De l'autre, à qui ça s'adresse? Eh bien, pour moi, justement, ça va au-delà. Ça peut s'adresser à des générations plus âgées, hein, qui ont connu des rapports familiaux qui peuvent être un petit peu plus proches de ce que Pierre et François vivent dans le film. Aussi parce qu'il y aura moins de mal forcément à se projeter sur cette époque-là, puisque ce sera des choses que potentiellement nos parents ou nos grands-parents auront connues, des choses qui seront un peu plus visuelles pour nous. On se représente un petit peu mieux qu'un enfant de 10-11 ans d'aujourd'hui. Et puis parce que pour moi, c'est quand même une thématique qui est assez universelle, hein, les rapports familiaux, le fait de se découvrir, se trouver en tant qu'adulte, c'est quelque chose par lequel on est tous passés aujourd'hui, hein. Donc vraiment, pour moi, ça en fait un film, je pense, assez intéressant justement à voir en famille. Mais vraiment, ce serait trop dommage de le réduire simplement à un film pour enfants. Vous l'avez compris, si moi, de mon côté, j'ai pu m'identifier comme je l'ai fait au personnage de François, j'ai pu y verser mes souvenirs et mes émotions, c'est que je ne dois pas être le seul à qui ça parle. On en arrive à la note et je vais décerner à Slocum et moi la très bonne, l'excellente note de 4,5 sur 5. C'est un coup de cœur, je l'ai dit, je l'ai dit et répété même, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé personnellement. J'avais l'impression que ce film me parlait directement à moi. Je vais commencer le récap par voilà, un des points négatifs que j'ai soulevés. L'animation qui est assez sommaire, hein, c'est principalement lié à des contraintes budgétaires, mais quand même aussi un parti pris esthétique de la part de Jean-François Laguilloni. Il y a des effets de 3D, il y a des moments quand même où le budget est plus là et il a choisi ces moments pour que le film soit assez équilibré à ce niveau-là. C'est un petit peu histoire de chipoter, mais en même temps, c'est la première chose à laquelle on peut s'accrocher ou justement qu'on peut rejeter, hein, du film. Donc ça peut être effectivement un point négatif, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus subjectif.
Au rang des points positifs maintenant, et alors là forcément ils sont beaucoup plus nombreux. Justement moi, ce trait, ce coup de crayon, ce style d'animation même entre bien voilà crayonné et aquarelle, là encore ça m'a parlé, ça marche complètement sur moi. Ce trio de personnages, ces rapports familiaux tout en non-dit, en petits gestes, en jeu de regard, et pourtant qui respirent l'amour, la compréhension, la bienveillance. Là encore, voilà, ça m'a touché vraiment en plein cœur. J'adore ça. Le ton apaisé aussi du récit, symbole de cette époque de renouveau, hein. Les années 50, c'est quand même une période qu'on a oubliée, mais c'est le début de ces fameuses 30 glorieuses, hein, cette époque où tout semblait possible, où on sortait de la guerre, des moments difficiles, et on arrivait quand même vers un certain âge d'or, une certaine époque de prospérité, eh bien sans aller non plus dans la démesure. Je trouve que le film capture assez bien ça. J'en ai pas parlé trop, mais il y a aussi cette ambiance musicale, hein. On voit les parents à un moment qui vont dans une guinguette de jazz manouche. Il y a cette ambiance, grosso modo, qui infuse dans tout le film. La musique, je vais y venir maintenant, de Pascal Le Pennec, qui avait déjà travaillé avec Jean-François Laguilloni sur Le Tableau et Louise en hiver. Ça fait pour moi une grosse partie de cette ambiance-là. Ça fonctionne très très bien. Il y avait, je me souviens, un flyer qui était distribué à la fin de la séance à Annecy où on pouvait flasher un QR code qui renvoyait vers la musique du film. C'est le seul film que j'ai vu faire ça à Annecy et je comprends tout à fait, vraiment, en visionnant le film, je me rendais compte de la place qu'elle avait. Il aurait dû, je pense, remporter le prix de la meilleure musique à Annecy. C'est Flo qui l'a eu. C'était pas immérité non plus, mais je trouve qu'elle joue un rôle encore plus important dans Slocum et moi. Bref, vous l'avez compris, c'est un film qui me parle, et là pour le coup je parle avec le cœur avec ce film-là, donc 4,5 sur 5. Pour moi, c'est incontestablement un des films d'animation de l'année déjà, et nous ne sommes que début février. Concernant le grand classement Letterboxd du cinéma d'animation Animedia, ça place Slocum et moi derrière Le Roi et l'Oiseau du maître et mentor de Jean-François Laguilloni, Paul Grimaud. Mais en même temps, quel film au monde peut se targuer d'être au-dessus du Roi et l'Oiseau? J'en vois pas beaucoup personnellement. Ça place Slocum et moi au même niveau que Calamity, qui est aussi un film français excellent de ces dernières années, qui n'a pas beaucoup de budget, mais qui trouve le moyen de contourner cette limitation-là pour délivrer un vrai bon film d'aventure. Et ça le met devant Mes voisins les Yamada de Isao Takahata, qui est aussi une chronique familiale dans un style très différent. Avant de nous quitter, comme je vous l'avais dit en introduction, je vais vous parler des Césars 2025 qui, après les Oscars, ont délivré leurs nominations. Et roulement de tambour, les nommés au César du meilleur film d'animation sont Sauvage de Claude Barras, Flo de Gins Zilbalodis et La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Est-ce qu'il y a une surprise? Non, absolument pas, hein. Ce sont les 3 principaux films d'animation francophones à être sortis l'an dernier. Je dis francophone parce que Claude Barras est suisse, mais Sauvage a été produit principalement en France. C'est pareil pour Flo, qui est une coproduction entre plusieurs pays européens, mais notamment la France. Et La plus précieuse des marchandises, bon bah là c'est un petit peu plus facile, c'est réalisé par Michel Hazanavicius et là encore produit en France. Et ce qui est génial avec ces 3 films, c'est que vous avez des épisodes d'Animedia, et oui, qui vous en parlent. Sauvage dans l'épisode 8, Flo dans l'épisode 10 et La plus précieuse des marchandises dans l'épisode 11. Donc si vous voulez aller écouter ou réécouter ça pour savoir quel est mon petit favori, mais ça je pense que vous l'avez compris si vous êtes un fidèle de l'émission, libre à vous, ça me ferait évidemment plaisir. Je n'oublie pas rapidement en passant les nommés au César du meilleur court-métrage d'animation, puisque les 3 sont disponibles gratuitement sur les internets, à commencer par Burk, qui est disponible sur France TV, tandis que Gigi et Papillon sont tous les 2 disponibles sur le YouTube d'Arte. Je vous mets là encore les liens en description de cet épisode. D'ailleurs, j'en profite pour faire une reco rapide qui concerne la chaîne Court Toujours d'Arte, où on retrouve énormément de pépites de courts-métrages. Alors, pas exclusivement en animation, mais il y a quand même une majorité de courts-métrages d'animation. Et vraiment, voilà, il y a des très très belles choses à voir. Alors, c'est sur un versant quand même assez arty indépendant, hein, je préfère prévenir. Mais et voilà, il y a de très très belles choses. Je vous le recommande. C'est gratuit surtout, donc vous auriez tort de vous priver. Et puis après, vous allez avoir plein de recommandations dans votre YouTube pour plein de courts-métrages d'animation. Vraiment, c'est un puits sans fond. Mais allez-y, plongez-vous dedans. Pour revenir au César, qui l'emportera? Eh bien, réponse le vendredi 28 février.
Cette fois, nous sommes bien arrivés au bout de cet épisode 18 d'Animedia. Retrouvez ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, YouTube et n'importe quelle plateforme de votre choix. Surtout, je le dis, je le répète à chaque épisode, mais c'est hyper important. Laissez-moi un maximum d'étoiles, des pouces, des commentaires. Bref, interagissez avec les épisodes, quelle que soit votre plateforme. C'est ce qui fait que le podcast va ressortir sur les différentes plateformes, s'échapper des algorithmes pour être proposé à de plus en plus de personnes. Et bien sûr, parlez-en autour de vous si vous avez aimé tout ça et que vous aimez d'une manière générale le cinéma d'animation. On se retrouve mercredi prochain pour parler non pas d'un film d'actualité mais d'un classique Disney, un film que j'ai revu, redécouvert il n'y a pas si longtemps, qui ne m'a pas forcément laissé une super impression là où je m'en avais gardé un super souvenir en étant enfant. Ce film c'est Hercule et je vous en parlerai donc dans l'épisode 19. D'ici là, portez-vous bien, continuez à voir de bons films d'animation et ciao! Hey ho! Hey ho! Sur la route qui nous menait, loin du monde et des problèmes, j'ai fui. La gazelle aimable, au gracile des velours, j'ai vendu des bagues en baguettes. Les mouettes m'écrient leur bonjour, bonjour, oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots. Vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux.